All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Comme d'habitude, on commence par une question pour John Crew qui se fait interrompre dans son travail chaque semaine. Est-ce que les vaisseaux arrimés dans les hangars des vaisseaux capitaux pourront tirer, scanner, utiliser leurs drones sans avoir à décoller? Alors ça dépendra de ce que vous essayez de faire. Tirer à travers la porte du hangar ou faire décoller des drones ne devrait pas poser de problème pour un vaisseau arrimé dans un bungal. Par contre, essayer de lancer des scans ne marchera pas puisque vous aurez besoin d'être dans l'espace pour ça. Seconde question, toujours pour John Crew, ça se voit qu'il en a marre. Est-ce qu'on aura des systèmes d'aide à l'atterrissage comme des altimètres ou des caméras de recul? Il compte remettre l'hologramme de zone d'atterrissage qu'on avait avant la 3.0, mais il a rien dit sur un éventuel altimètre. Par contre, pour ce qui est d'avoir un ensemble de caméras sous le vaisseau, ça plaira certainement pas à l'équipe en charge du système render to texture, parce que ça peut vite devenir un cauchemar pour les performances si c'est utilisé trop abondamment. Troisième question pour Mark Abent, pourquoi les destinations de l'autre côté des planètes apparaissent de la même façon que les destinations atteignables? Pourquoi ne pas les mettre en orange? Alors ils perdent pas de temps là-dessus car ils sont déjà en train de retravailler le système d'affichage des marqueurs. Il peut pas en dire plus pour le moment car on aura un épisode d'Around the Verse qui en parlera, mais il précise que ça sera assez similaire à quelque chose qu'il a vu sur Reddit et que j'ai retrouvé. Donc c'est qu'une idée d'un fan, mais il est possible que ça y ressemble. Quatrième question pour Chad McKinney, on continue de perdre des vaisseaux et du cargo à cause des crashs. C'est à cause de bugs ou de fonctionnalités qui ne sont pas encore développées? Alors c'est bien des bugs et pour atténuer le problème, avant de trouver la source des crashs, ils ont développé un système qui sauvegarde plusieurs choses lors de certaines actions clés, comme l'atterrissage ou le fait de faire jouer l'assurance. Normalement, ça a été mis dans la mise à jour 3.1.2, donc ça devrait être moins pire qu'avant. Le lore post de mardi était la suite d'une histoire publiée il y a quelques semaines. Umar, un pilote de Vulcan, s'était fait prendre en otage après une mission de réparation par un type qui fuyait visiblement quelqu'un. Après avoir reçu un appel de détresse lorsqu'il était ligoté à son siège, Umar était parvenu à convaincre son ravisseur que sans intervention de sa part, les gens à l'origine du SOS mourraient. Tout en ayant un pistolet sur la tempe, il a piloté son Vulcan jusqu'aux coordonnées du SOS pour trouver un Terrapin au bord de l'explosion. C'est là que les pirates à la poursuite de son ravisseur les ont retrouvés. Umar a donc dû mener la réparation du générateur d'énergie du Terrapin via des drones, pendant que son ravisseur pilotait le Vulcan pour abattre les pirates. Quelques indices sur le futur gameplay liés aux avaries et aux réparations. Durant la fuite du générateur d'énergie du Terrapin, sa pilote s'est évidemment plaint d'une hausse de température et d'une augmentation de l'activité de son compteur Geiger. Pour éviter de s'évanouir, Umar lui a conseillé d'ingérer un hydrogel. On savait que l'hydratation serait une future mécanique de gameplay et il est donc possible que l'utilisation d'un gel soit nécessaire dans certaines circonstances. Même chose pour les radiations, on savait déjà que ça serait un facteur impactant la santé des joueurs. Durant la phase de réparation du Terrapin, Umar a dû agir vite pour éviter que le réacteur nucléaire du vaisseau explose. On peut donc en conclure que parfois, le boulot de réparateur imposera de jouer contre la montre. Toujours pendant la réparation, Umar a dû découper la coque du Terrapin et rediriger le surplus d'énergie du réacteur. On ne sait pas encore à quoi ressemblera la réparation in-game, on sait juste que ça sera pas un mini-jeu, mais le reroutage de puissance en fera sûrement partie. Toujours mardi, CIG a mis en ligne un message de Chris Roberts en personne pour remercier les joueurs vu que le projet a dépassé les 2 millions de comptes. Les backers recevront donc un t-shirt pour personnaliser leur avatar avec un logo indiquant votre ancienneté. Si vous avez financé le projet Star Citizen avant octobre 2015, vous aurez un t-shirt indiquant 1 million, et si vous l'avez financé avant mars 2018, vous aurez un t-shirt indiquant 2 millions. Pas d'émission mercredi, donc on passe directement à la Round the Verse de jeudi, qui était pas très enrichissant, en plus d'être court, donc ça va aller plutôt vite. Les 6 premières minutes de l'émission ont tout simplement illustré ce sur quoi il travaille pour la 3.2 et la 3.3. On a pu voir quelques images de l'avancement des futures armures Legacy des Marines et des hors-la-loi, une maquette de la future interface des terminaux d'achat, l'avancement sur le Moby-Glass, l'avancement de Lorville, la capitale de Hurston, la future végétation de cette planète, et c'est à peu près tout. On a aussi eu les chiffres du sondage qui permettaient à la communauté de déterminer les priorités de la 3.2. On s'en doutait, les propositions qui ont remporté le sondage sont l'amélioration du système d'item 2.0, un meilleur système de regroupement avec ses contacts et une amélioration de l'économie. La partie la plus intéressante de l'émission, c'était la première démonstration de la première itération du système de minage. Physiquement, l'interaction ressemblera à ça sans les indications de debug, pour les cailloux sur les astres et à ça pour les astéroïdes. L'affichage tête haute au moment du minage devrait ressembler à ça, et ce qu'il indiquera sera basé sur ces 4 jauges qu'on voit affichées en haut à gauche de façon assez rudimentaire. La première jauge représente le niveau de puissance du laser. La seconde jauge indique l'efficacité de votre forage sur l'astéroïde avec un intervalle à atteindre et à maintenir. À partir du moment où la jauge d'efficacité du forage atteindra l'intervalle d'efficacité recommandé, la troisième jauge commencera à augmenter et indiquera à quel point la future implosion de l'astéroïde sera contrôlée ou non. Plus cette jauge sera élevée, plus l'implosion de l'astéroïde se fera en douceur. Enfin, la dernière jauge indique le niveau de danger encouru. Ces 4 jauges permettent de déduire pas mal de choses sur le gameplay de mineur. Tout d'abord, j'imagine qu'envoyer trop peu de puissance dans le laser et donc avoir un forage pas assez efficace sera seulement handicapant au niveau de la quantité de ressources récupérées. Envoyer trop de puissance dans le laser, ça impactera la quantité de ressources récupérées, mais en plus ça l'endommagera. J'imagine que selon la composition des astéroïdes et la qualité
qualité du laser qu'on utilisera, l'intervalle d'efficacité de forage à atteindre et à maintenir sera plus ou moins large et plus ou moins élevé. C'est peut-être possible que certains astéroïdes soient carrément impossibles à miner pour les lasers les plus bas de gamme, dans le sens où vous exploserez le laser avant d'avoir pu exploser l'astéroïde. Ou alors ça sera comme dans Minecraft avec les pioches et l'obsidienne. Tous les lasers pourraient miner tous les astéroïdes, mais ça sera plus court avec des lasers haut de gamme et seuls eux pourront forer sans détruire des ressources. Autre détail intéressant, sur la première jauge, on constate qu'il y a un indicateur de puissance en cours et de puissance désirée avec une petite flèche en dessous de la jauge. Ça veut dire qu'il y aura un temps de latence entre votre action sur la commande du laser et sa réponse effective, et que la réactivité d'un laser de forage dépendra certainement de sa qualité. Et ça veut aussi dire que le gameplay de mineur incitera certainement à la lenteur et à la prudence, avec des réajustements constants sur le laser pour éviter la monotonie. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, CIG a rédigé un article, en 2015, mais qui résume assez bien leur vision finale sur le minage. Je vous mets le lien dans la description. Je vais pas vraiment parler de la seconde partie de l'émission qui présentait comment ils ont créé l'outil de personnalisation des personnages, puisqu'on l'a déjà en jeu depuis 3 semaines. La seule chose qu'on a appris de nouveau, c'est que cet outil sera dispo seulement chez certains commerçants et qu'ils ne pourront pas tous tout faire niveau personnalisation. L'émission Reverse the Verse de vendredi recevait Lee Banyard et Philip Pierce Smallwood, 2 ingénieurs du son, pour répondre aux questions des backers. Est-ce qu'on pourra avoir un système permettant d'écouter sa propre musique en jeu plutôt que de passer par un lecteur externe? C'est quelque chose qu'ils aimeraient faire, mais ça sera probablement pas possible de la diffuser aux autres, car ça deviendrait légalement problématique. Est-ce que les composants avec le même rôle auront des sons différents? Oui, parce qu'ils veulent vraiment qu'on ait la sensation d'amélioration du matériel, et on devrait même avoir des changements de son avec le temps pour indiquer la dégradation des composants. Enfin, est-ce qu'ils prévoient de faire des outils de reconnaissance de la voix comme Voice Attack? C'est quelque chose qui les intéresse, mais si jamais ils s'y mettent, ils savent que ça leur prendra beaucoup de temps avant de pouvoir mettre un outil vraiment fiable à disposition des joueurs. Samedi, CIG a mis à jour sa roadmap pour la 3.2 et ça devient un peu inquiétant puisqu'on est déjà fin avril et que peu de choses ont avancé. La seule tâche dont la progression reste à peu près stable, c'est le minage. Pratiquement tout le reste est même pas à un tiers d'accomplissement. Sur la 3.3, en revanche, les stations de repos de petite taille sont déjà finies aux 2 tiers et ils ont ajouté une nouvelle tâche visant à rendre l'émission plus modulaire et à mettre en compétition des joueurs dans une course à l'objectif. Sur la 3.4, ils ont aussi ajouté une nouvelle tâche relative aux missions avec des missions qui nous demanderont de piller des épaves et d'intercepter certains PNJ en saut quantique. Enfin, ils ont surtout ajouté un début de planning pour la 3.5 qui devrait sortir en mars 2019. La liste va sûrement évoluer d'ici là, mais voilà ce qu'on sait pour l'instant. Ils vont créer des raffineries pour qu'on ait un endroit dédié où acheter et vendre des ressources obtenues via le minage ou le pillage. Ils vont aussi revoir le système de satellites de communication et comment chacun d'entre eux est positionné dans l'espace. Le minage connaîtra également une évolution intéressante puisqu'ils vont ajouter la récupération de liquide et de gaz lors des forages, sur les planètes et dans l'espace. Même chose pour le cargo, ils vont ajouter des conteneurs de marchandises plus gros qui contiendront donc plus qu'une unité de cargo. On aura enfin la notion de vente de données, vous pourrez noter les coordonnées de points d'intérêt dans l'espace et les vendre sur le marché. Le Herald aura donc peut-être enfin une utilité. Ces coordonnées pourront être récupérées avec les mécaniques de scan à longue portée qui arriveront en même temps. Côté vaisseau, après avoir fait le 600i, l'équipe qui a travaillé dessus se séparera en 2 groupes, le premier pour travailler sur le 890 Jump et le second sur le Banu Defender. Et enfin, et c'est lié à Squadron 42, les styles de combat en FPS et en dogfight pour les PNJ. Ils ont déjà expliqué il y a quelques semaines dans un Around the Verse que ça dépendra de plein de choses, comme leur expérience, leur personnalité, leur morale, etc. Et pour terminer, samedi, CIG a poussé le patch 3.1.3 sur le serveur live qui vise encore une fois à stabiliser la 3.1 en corrigeant des crashs. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.